Et aujourd'hui, nous allons parler de troubles de comportement alimentaire, la boulimie vomitive. C'est un sujet douloureux, une pathologie grave, et nous allons voir que l'estime de soi en en pâtit beaucoup. Le manque d'estime de soi, nous le voyons souvent comme une conséquence de cette pathologie, mais ce n'est peut-être pas que. Et pour parler de ce sujet, je suis accompagnée par Colette Bouffaut. Bonjour Colette. Bonjour Jolita. Je suis ravie de t'accueillir ici. Et moi, je me sens extrêmement chanceuse d'avoir été invitée par toi, vraiment. Avant de rentrer dans ce sujet grave, j'ai envie de dire que tu es venue me voir dans l'Oise, de sud de Paris, que tu as commencé la journée par un train supprimé, par un RER retardé, et avec beaucoup de persévérance et de motivation, nous sommes arrivés à nous voir pour enregistrer ce podcast en tête-à-tête. Yes, c'est vrai que ce fut une expédition et vu l'accumulation des déconvenus, il y a un moment donné, je me suis dit mais ce sont des signes de l'univers ou au contraire, ça vient renforcer ma détermination à faire ce podcast en ta compagnie. Donc merci de ta patience aussi, Jolita. Mais c'est tout naturel, merci beaucoup d'être venue. Colette, si aujourd'hui tu es coach et que tu accompagnes des personnes qui veulent se sortir de ce trouble de comportement alimentaire, ce n'est pas un hasard. Mais avant que tu nous racontes comment tu es arrivé là, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est la boulimie vomitive. Alors la boulimie, je vais enlever le deuxième mot dans un premier temps. La boulimie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui va se caractériser par des crises compulsives alimentaires. Alors c'est quoi ces crises ? Eh bien c'est le fait de manger de grosses quantités alimentaires en très peu de temps. Ça c'est vraiment la caractéristique de la boulimie. Et la boulimie est plus ou moins suivie de purges. Et du coup, ça va être les vomissements, d'où le nom boulimie vomitive. Est-ce qu'il y a une précision pour dire qu'on mange beaucoup en très peu de temps ? Parce que là, j'imagine que les personnes qui nous écoutent se disent « mais moi aussi, j'aime quand j'ai faim à manger un peu vite et j'en mange un peu trop ». Il n'y a pas de précision en termes de quantité, si tu veux, ça, non. Mais en tous les cas, ça va être des quantités qui vont te faire basculer dans un inconfort, voire même une douleur digestive évidente, où tu sens très bien que ça va être compliqué de garder cette quantité qui est là dans ton estomac. Et puis, en termes de temps, très souvent, c'est, on va dire, en une demi-heure, 1 heure. Voilà, tu vois, c'est vraiment... c'est surtout ça qui va être déterminante, cette durée qui va être vraiment très cette courte. Sensation à la fin que j'en peux plus et que... Tu t'es gavé. Ouais. Tu t'es gavé. Ça. Ouais. Et du coup, c'est compliqué de rester avec cette charge alimentaire qui stagne longtemps dans l'estomac. Donc, c'est quand même assez fréquent quand on va jusque-là de passer par l'étape de purge parce que c'est un inconfort physique évident. Comment tu définirais ce mal-être? Est-ce que c'est un trouble comportemental, trouble mental, trouble émotionnel? Les trois. Les trois. Les trois. Le truc, c'est que très souvent, je trouve que vraiment ta question est très pertinente parce que ce que je voudrais mettre en avant à travers la question que tu viens de me poser, c'est que très vite, quand tu bascules dans la boulimie, ça pourrait être l'anorexie aussi, enfin tu vois, c'est le pendant restrictif
de la boulimie, qui va lui plutôt s'exprimer à travers des compulsions. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que très vite la personne a le sentiment que ce qui la rend malheureuse, c'est la boulimie. Donc elle est focus sur ce trouble-là et elle mène son combat contre la boulimie. Or, c'est le symptôme d'un mal-être qui est antérieur à la boulimie. La boulimie, c'est l'expression du mal-être, c'est la conséquence, c'est le symptôme. Et ton mal-être, il est antérieur à ça. Et y compris moi, je me suis fait prendre à ce piège-là. Pour moi, il fallait vraiment impérativement que la boulimie s'arrête. Mais c'était perdu d'avance, c'était un combat perdu d'avance. Parce qu'en fait, il fallait que je m'attaque à l'origine de la boulimie, qui était un mal-être, alors qui est propre à chaque personne, à chaque parcours, à chaque histoire. Mais voilà, c'est très important de décorréler les deux. Et le mal-être est un état interne qui est antérieur à la boulimie. Quel était ton parcours à toi qui t'a mené jusqu'à l'activité de coach pour les personnes souffrant de boulimie? Alors, moi j'ai un parcours très étroit avec la boulimie vomitive. Elle est rentrée plutôt tardivement dans ma vie, j'avais 20 ans. En général, ça commence plutôt à la période de l'adolescence. Donc voilà, elle rentre à 20 ans. Et puis, je m'en sépare de manière définitive. J'en ai 50. Donc ça fait 30 ans de compagnonnage avec la boulimie. Et puis, il s'avère que concomitamment à cette fin de boulimie, je suis en reconversion professionnelle et je me forme au coaching. Et là, pour moi, c'est une évidence absolue. Comme si mon chemin devait me mener là. Et voilà, le coaching, c'est une passion. Enfin, j'adore cet espace-là, j'adore cet accompagnement-là, cette proposition-là. Et pour moi, c'était évident que je devais, à travers le coaching, accompagner les personnes à se libérer de la boulimie. Et au-delà de ça, j'y trouvais même du sens à mon chemin. Parce que des fois, tu regardes dans le rétroviseur et tu te dis oh là là, mais c'est pas possible, quoi. J'ai perdu 30 années de ma vie. Parfois, c'est même aussi des prises de conscience douloureuses pour moi parce que j'ai deux filles qui sont 19 et 16 ans. Et parfois, je regarde des photos d'elles quand elles sont plus jeunes et j'ai le souvenir, mais à cause des photos. Ouais. Et sinon, je n'ai plus le souvenir, tu vois, dans la tête. Et je me dis, mais en fait, la boulimie prenait une telle place dans ma tête que je suis passée à côté de tas de moments extraordinaires de ma vie, de maman en l'occurrence. Et du coup, je peux vite je pourrais sombrer et me dire, mais mais quel gâchis, quel gâchis. Et en fait, ça me porte, tu vois, de me dire, mais en fait, il est là le sens de mon chemin. Et a fortiori, quand des personnes, même si je ne les accompagne pas, mais avec lesquelles j'ai des échanges, notamment des femmes, ça peut être un petit bout de chemin à travers 2-3 séances de coaching ou juste un échange. Et très 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 souvent, elle me renvoie, mais en fait, merci pour l'échange. Et je me suis tellement sentie comprise. On sent que c'est un parcours que vous connaissez. Et oui, elle commence une phrase pour elle la finir. Enfin, parfois, quand on est dans des témoignages un peu sensibles et que la personne me dit j'allais vous dire que vous n'allez pas me comprendre, mais si, en fait, je vois bien dans vos yeux que vous me comprenez. Mais oui, bien sûr. J'ai parlé ce langage-là. La boulimie prenait une grande place dans ta vie. Comment ça se passait dans ta tête ? C'est une obsession. C'est un envahissement total. Tu te lèves le matin, déjà tu te dis
est-ce que je vais traverser cette journée sans crise de boulimie? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est une peur de ces crises? C'est une peur de ces crises et en même temps, c'est un besoin. Tu vois, c'est vraiment ça aussi qui est très complexe parce que quand tu commences à te dire « Ah, mais en fait, le mal-être, mais il était antérieur aux crises de boulimie. Enfin, je me traîne en fait quelque chose depuis l'enfance, depuis la petite enfance, depuis l'adolescence. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, chacune son histoire. » Quel est ton état quand tu te lèves le matin et tu te dis « J'ai peur de la crise ». C'est une obsession et c'est effectivement une peur qui t'accompagne toute la journée. Et en même temps, tu en as besoin. Je boite, j'ai comme si j'avais la jambe cassée et j'ai besoin de cette béquille-là pour avancer. Donc c'est extrêmement complexe parce qu'à la fois, tu te dis que c'est pas... il faut que ça s'arrête. Hein. C'est là dans ta vie et c'est caché, c'est tu, ça génère énormément de honte et de culpabilité. Donc voilà, tu sais très bien que c'est compliqué d'avancer avec ce poids-là, cette charge-là. Et en même temps, ces crises t'apportent un soulagement incroyable sur l'instant, hein, vraiment sur l'instant. Au moment où tu commences à apporter cette nourriture-là, à te goinfrer, hein, faut appeler un chat, quand tu commences à te goinfrer, il y a une charge émotionnelle qui tombe tout de suite. Il y a du soulagement. Alors avec le temps, ce soulagement, il est de plus en plus court, de plus en plus illusoire. Mais tu as un instant, voilà, aussi court soit-il, où ça fait... C'est comme une drogue. C'est une addiction. C'est une addiction. Et là encore, où c'est difficile... donc tu vois, je te disais, c'est à la fois c'est une peur et à la fois tu en as besoin. Et ce problème en lien avec l'alimentation, c'est aussi t'as besoin de nourrir ton corps. Tu vois, c'est un besoin vital. Quelqu'un qui est en proie à une addiction alcoolique, voilà, l'alcool, il peut très bien s'en passer. Enfin, je veux dire, sa vie va pas, au contraire, va peut-être même s'en améliorer. Mais là, l'alimentation, tu as besoin de manger. Donc, ça en rajoute une couche à cette complexité et d'appréhender progressivement une alimentation bienveillante, comme moi je l'appelle. Oui, l'alimentation bienveillante, j'aime beaucoup. Ce qui est très compliqué, comme tu dis, c'est que nous avons tous besoin de se nourrir. Donc, on ne peut pas couper cette addiction par une interdiction, comme ça peut être le cas de l'alcool ou du tabac. Et en même temps, une des fonctions de la nourriture est le réconfort. Complètement. Et la bonne nourriture, et on est dans un pays qui glorifie la bonne nourriture, heureusement, nous avons la sécrétion de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et donc, il y a chacun de nous s'est senti déjà heureux juste parce qu'il a bien mangé. Je suis complètement d'accord avec toi. Manger est un acte social, est un acte individuel, mais au niveau organique, si tu veux, ça va venir solliciter deux systèmes. Le système homéostatique, donc là, c'est vraiment... c'est l'expérience nutritionnelle du corps et tous ces bons nutriments que tu lui apportes. Et c'est aussi une expérience aliesthésique, c'est-à-dire le plaisir. Pourquoi tu y retournes ? Pourquoi tu retournes manger ? Parce que au-delà de besoin d'énergie de ton corps, c'est parce qu'effectivement, c'est une expérience qui procure du plaisir. Tout à fait. Tu disais que la boulimie est rentrée dans ta vie à tes 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire plus comment ça est arrivé ? Je finissais mes études à l'époque d'infirmière
Et puis, voilà, j'en avais pas forcément conscience qu'il y avait vraiment un état de mal-être à l'intérieur. Je me comparais beaucoup, je me sentais toujours insuffisante. Par rapport à qui? Par rapport à mes amis, par rapport à mon frère, par rapport à ma jeune sœur. Enfin voilà, d'être toujours moins. Et j'ai jeté mon dévolu parce que ça te donne une prise concrète. J'ai jeté mon dévolu sur mon corps et donc mon poids, qui au demeurant était tout à fait cohérent eu égard à ma taille. J'en ai conscience après coup. Mais enfin bon, voilà, sur le moment, je jette mon dévolu là-dessus. Et puis, commence un régime. Et qui dit régime, dit restriction. Oui. Et cela aussi, c'est une évidence aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et c'est une phrase que je dis souvent auprès des personnes que j'accompagne, c'est quand tu invites la restriction à ta table, tôt ou tard, tu invites la compulsion. Ouais. Donc, ouais, effectivement, le régime, oui, j'ai perdu du poids et j'avais l'impression d'un mieux-être parce que j'avais le contrôle sur mon apparence, j'avais le contrôle sur mon poids, c'est moi qui décidais. Tout le reste m'échappait. Et tout d'un coup, clac, j'avais une prise. Qu'est-ce qui t'échappait ? Ce qui m'échappait, c'est cette joie à l'intérieur, ce bien-être, le fait de me sentir à ma place. Tu vois, je me suis très souvent pas sentie à ma place, y compris dans mon cercle d'amis. Tu vois, j'avais vraiment l'impression que je devais mériter cette place-là. Bon, c'est l'histoire de ma vie, hein. La place, je crois que je pourrais presque écrire un livre par rapport à ça. Ouais, enfin voilà, tout était fragile. Je disais en introduction que on associe souvent le manque d'estime de soi à la conséquence soit d'un trouble alimentaire, soit un surpoids visible, une obésité. On comprend très bien que ces personnes manquent d'estime de soi. Mais je pense que ce manque d'estime de soi est aussi dans les causes. Quel est ton regard là-dessus ? Complètement. Il y a une caractéristique, enfin plusieurs caractéristiques dans le profil des personnes qui souffrent de boulimie. Entre autres, une estime de soi extrêmement dégradée et conditionnelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont plutôt un profil perfectionniste, et du coup un jugement extrêmement sévère vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de ce qu'elles font, vis-à-vis de ce qu'elles sont. Donc là on touche à l'identité en plus. Et puis quand je te dis l'estime de soi conditionnelle, c'est que là il va s'instaurer un biais toxique qui va être je mérite en fonction de l'apparence que j'ai et en fonction du poids que j'atteins. L'estime de soi et l'amour de soi aussi, hein, qui devient comme ça très 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 conditionnel. Et quand tu te laisses aller à ces crises, là encore, à nouveau, tu attaques, tu dégrade encore un peu plus ton estime de toi parce que tu es envahi par des émotions extrêmement désagréables telles que la honte, la culpabilité. Je ne sais pas si tu connais l'échelle de conscience de Hawkins. Non. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Donc, ça va venir évaluer 17 états internes. Les plus basses dans cette échelle, c'est la honte, c'est la plus basse. Elle est d'une fréquence vibratoire à 20. La culpabilité, elle est juste au-dessus. Elle a une fréquence vibratoire à 30. Et pour qu'il y ait une représentation plus explicite pour tout le monde,
l'amour est à 500 et la plus haute fréquence vibratoire est à 1000 et c'est ce qu'on appelle l'illumination, c'est-à-dire la pleine conscience, etc. Tu vois ? Donc tu pars à 20 et ça peut monter jusqu'à 100. Donc c'est te dire comme tu vibres en permanence à une vibration extrêmement basse et qui est proche de la destruction en fait. Et en même temps, justement, tu vois, l'estime de soi est pour moi l'un des facteurs déclenchants, l'une des causes, elle n'est pas la seule, mais c'est l'une des causes, et c'est aussi un levier de guérison. Donc, apprendre à s'accepter, apprendre à se départir de la validation externe, apprendre à accueillir ses émotions, à les explorer, à comprendre ce qu'on traverse, non plus au niveau de la tête, mais au niveau du corps. Mais pour travailler avec des femmes qui ont un visiblement manque d'estime de soi et qui sont à la recherche de leur place, ce qui revient souvent, c'est cette difficulté d'acceptation de soi. Et elles me disent souvent, si je m'accepte tel que je suis, je ne vais pas être motivée pour m'améliorer, pour aller plus loin, pour continuer mon chemin. Et c'est tout le contraire. Et ça passe par la connaissance de soi. Tout à fait, ça passe par la connaissance de soi. Et puis, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, accepter, ça veut pas dire je valide, je célèbre, je suis hyper contente d'être comme ci, comme ça, youhou, super. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Accepter, ça veut dire j'accepte ma vulnérabilité, j'accepte ma force. Et s'il y a de la force, c'est bien parce qu'il y a de la vulnérabilité de l'autre côté de la pièce. Donc, j'accepte les deux, je prends les deux. Et que accepter, pour moi, ce que ça signifie, c'est je viens neutraliser la charge émotionnelle. Ça ne veut pas dire que je valide et que je suis d'accord et que... Non, mais je neutralise la charge émotionnelle. C'est-à-dire que là où avant le regard sur moi avait tendance à générer du dégoût, je m'aime pas, enfin tu vois des affects comme ça très connotés négativement, eh bien je reste neutre en fait. Et l'étape d'après, ça va être de s'aimer et d'avoir de la joie par rapport à qui je suis et d'intégrer l'être humain que l'on est, voilà, dans tous ses aspects, dans toutes ses parts. Bon, ça, c'est encore l'étape d'après. Et puis, je pense que c'est le chemin d'évolution de tout être humain. Et ça prend du temps. Et voilà, c'est vraiment l'objet de tout ce parcours. Mais déjà, tu vois, rien que neutraliser la charge émotionnelle. Voilà. Tu m'as dit, en préparant ce podcast, que tes accompagnements aujourd'hui durent 6 mois et que tu as expérimenté la durée de cet accompagnement et tu l'as fixé à cette période-là parce que tu remarques une baisse de charge mentale, de crise au bout de 4 mois. Ensuite, tu es près des personnes pendant 2 mois et par la suite, tu veux les rendre autonomes. Tu ne veux pas devenir une béquille à vie. Comment ça se passe, ce parcours de 6 mois ? Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais partie sur 9 mois. Parce qu'en plus, ce programme, je voulais l'appeler, alors, il a ce nom-là d'ailleurs, Renaissance. Et tu vois, pour moi, il y avait cette histoire de, puisque je renais à moi-même, la toute première naissance dans le ventre de ma maman, etc., c'est 9 mois. Oui. Et du coup, je trouvais que, tiens, ça avait du sens de partir sur une durée de 9 mois. Et en fait, ouais, force est de constater que sur les personnes que j'ai accompagnées, en général, il y a vraiment quelque chose qui lâche. Alors, après, il y a aussi des choses très individuelles, hein, mais globalement, j'ai observé que au bout de 4-5 mois, pouf, ça y est. Il y a des tas de choses que j'ai compris, il y a des tas d'espaces en moi que j'ai explorés, que j'ai éclairés.
Il y a une meilleure connaissance de qui je suis, et du coup ce que je veux. Et tout d'un coup, la boulimie, ça fait plus partie de ce que je veux. Et voilà, en général, 4-5 mois, il y a quelque chose qui lâche. Et après, je maintiens quelques semaines d'accompagnement pour être là en backup. Et puis, mon accompagnement repose sur des séances en one-to-one, en visio ou en présentiel. Et s'appuie aussi beaucoup sur l'inter-séance. Oui. C'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses entre les séances. Je me souviens moi-même quand j'étais accompagnée par des psychothérapeutes, je pouvais parfois partir de séances, et je me souviens notamment d'une psychologue qui était aveugle et qui avait une mémoire mais hallucinante. Et vraiment, c'est avec elle que j'ai fait des bonds géants dans la compréhension de qui je suis, de mon passé. Enfin voilà, c'était vraiment prodigieux. Et c'est vrai que je me revois encore parfois retrouver ma voiture, m'installer dans la voiture au volant, et j'étais complètement fascinée par les prises de conscience, et ah là là, mais c'est bien sûr, mais eureka, enfin j'avais l'impression d'avoir découvert un truc comme un scientifique, enfin ouais, et en même temps t'arrives chez toi, et est-ce que ça veut dire que la pulsion, il y en aura plus? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Et du coup, c'est vrai que je tiens beaucoup à cet accompagnement aussi en off, oui, ou alors que ce soit Messenger ou WhatsApp, et je suis vraiment dans un lien extrêmement étroit avec les personnes, des vocaux, des messages, tiens, où en êtes-vous de l'action qui avait été décidée à la dernière séance, comment vous vous sentez ce matin en vous levant, tiens, quelle est votre intention du jour, tu vois, pour moi, c'est vraiment très, très, très important d'être dans cette proximité. Et je dis souvent à ces personnes que j'accompagne, j'imagine que vous avez l'image d'un coach, un coach sportif, et qui va être, par exemple, on peut imaginer pour le tennis, il va être sur le bord du terrain, et puis il va reprendre au fur et à mesure de l'entraînement du joueur. Attention ton coup droit, attention ton revers, puis il va le guider, il va lui donner des conseils, etc. C'est ce que je leur dis, ces personnes que j'accompagne, c'est ma façon à moi d'être au bord de votre vie, de votre terrain, et puis d'être vraiment dans une proximité et de maintenir cette lumière allumée entre les séances. Moi, j'étais très touchée quand tu m'as raconté comment tu perçois l'accompagnement des personnes. Parce que lorsqu'on parle d'accompagnement qui touche l'alimentation, on s'attend à ce que les personnes donnent presque des indications, qu'est-ce qu'il faut manger, à quelle heure, une feuille de route beaucoup plus pratico-pratique. Et toi, tu m'as dit, ça ne m'intéresse presque pas. Ce qui est important, c'est vraiment état mental, état émotionnel de mes coachés. Et dans ce podcast, La clé de soi, le fil rouge, c'est l'estime de soi. Donc, je donne la parole à toutes les personnes qui, de loin ou de près, travaillent avec les accompagnements sur l'estime de soi. On a parlé de l'argent avec Christian Junot, on a parlé du poids avec les coachs sportifs, quand Maëlia Ambre, on a parlé aussi avec Isabelle Bassa, et à chaque fois, ces personnes avaient le point commun, c'est que elles cherchaient ce qui est derrière le chiffre sur la balance. Et à chaque fois, elles me disaient, les femmes que j'accompagne mesurent leur estime de soi par le chiffre sur la balance. Complètement d'accord. Mais tu mesures par rapport au poids, Alors, moi, personnellement, j'ai jamais eu de balance chez moi, et du coup, j'ai jamais été fixée sur un poids. Mais t'inquiète pas, j'ai bien trouvé d'autres moyens pour évaluer comment est mon corps. C'était la taille de mes vêtements, et tiens, je rentre plus dans ce vêtement, dans ce jean, ah là là, mais ça va pas du tout. Bon, chacune après ses petits Je pense juste, et je fais un clin d'œil à Caroline Martin,
parce qu'avec Caroline Martin, on a fait un épisode sur le surpoids accompagné à travers de l'épigénétique. Et elle me disait qu'elle est passée de surpoids à l'anorexie. Et le jour où elle a compris qu'elle s'est libérée de cette injonction du poids, c'est le jour où elle a jeté sa balance à la déchetterie. Ah oui, ça me parle. Ben moi, tu vois, ça a été justement, puisque je n'avais pas de balance, mais que je me référais à mes vêtements, ça a été un jour d'aller dans mon armoire et de retirer tous ces vêtements qui étaient dans des tailles vraiment beaucoup trop petites. Et en disant, mais ça, en fait, ces vêtements-là, ça honore une part de moi, qui honore la boulimie, en fait, qui honore la boulimie vomitive. Et ça, je ne veux plus de boulimie vomitive dans ma vie. Je veux mettre en avant mon corps tel qu'il est. Et donc, voilà, moi, ça a été ma façon, effectivement, de retirer de l'armoire et de la commode, voilà, ces vêtements qui représentaient ce que je ne voulais plus dans ma vie. En préparant cet échange, tu m'as parlé d'une rechute que tu as fait. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la libération de la boulimie, elle s'est faite de façon assez incroyable. Vraiment, bon, je t'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure en fonction de tes questions, mais voilà, c'est assez inattendu, complètement détonnant dans ma vie. En même temps, j'étais certainement prête pour passer de l'autre côté de la barrière. Et la boulimie s'est arrêtée du jour au lendemain. Voilà, vraiment, je n'y croyais pas moi-même et du coup, je n'arrivais même pas à me célébrer dans cette libération parce que je me disais, mon diablotin, comme je l'appelais, cette espèce de monstre à l'intérieur, cet ogre à l'intérieur de moi, je me disais, mais il va sortir du placard. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je ne peux pas croire qu'il m'ait quitté définitivement. Je l'ai cru à un moment donné. Ça faisait 30 ans qu'il t'accompagnait. Ça faisait 30 ans qu'il m'accompagnait. Et puis, je l'ai cru à un moment donné quand je suis devenue maman. Il était quand même un petit peu plus dans les coulisses. Donc, j'ai cru à ce moment-là que, voilà, tiens, peut-être il s'éloigne de plus en plus. Et puis, quand je me suis séparée du père de mes filles, il est revenu au 4e galop. Bon, ok. Donc, voilà. La boulimie s'est arrêtée, on est en 2018. Donc j'observe chaque jour se vit les uns derrière les autres. Je suis un peu aux aguets. Dans un premier temps d'abord aux aguets, aux abois, et puis progressivement ça me lâche un peu. Donc on est en mai 2018. Et puis en septembre, je vis une expérience avec une thérapeute qui vient du Costa Rica, voilà, qui est un peu chamane, si tu veux. Et cette séance, je la vis un matin et je l'attendais depuis des semaines. Je voulais vivre une expérience assez particulière et bon, et ça se passe pas du tout comme je l'avais imaginé. Et à travers cette séance, je me connecte à mon enfant intérieur à nouveau. Et bon, l'expérience est compliquée et la séance se termine, mais je suis pas équilibrée, je suis pas stable émotionnellement quand la séance se termine. Je suis à la maison parce que la séance a eu lieu en visio, il est midi, je m'apprête à déjeuner et en fait là, je commence à trouver les vieux réflexes tout de suite, en mode automatique. Les placards, le congélateur, le réfrigérateur, et je prends des choses que mes filles mangeaient. Alors, je vais pas dire que c'était réservé à mes filles, mais voilà, des glaces par exemple, pas des choses que j'affectionne particulièrement. Et je commence à manger beaucoup, avoir très mal au ventre, et je me fais vomir. Évidemment, mon réflexe, c'est de me traiter de tous les noms d'oiseaux en mode... Non mais je rêve, ne me dis pas que tu viens de foutre en l'air 5 mois, là, comme ça, parce que madame
a du mal à se rééquilibrer émotionnellement. Enfin, donc avec très peu de bienveillance pour le coup. Ah mais vraiment, je t'assure, j'étais en rage contre moi, en rage, et tellement déçue de moi. Et à un moment donné, je sais pas, il y a le switch total, déclic dans ma tête, et c'est en ça que je suis contente d'avoir fait cette expérience, parce que je me suis regardée dans une glace, je suis allée face à un miroir dans la salle à manger. Est-ce que tu crois que là, en te parlant comme ça, tu vois, je me parle à moi-même, est-ce que tu crois qu'en te parlant comme ça va te garantir de ne pas recommencer, de ne pas retomber dans la boulimie? Est-ce que tu penses honnêtement, Colette, regarde-toi dans les yeux, que là, cette attitude de te critiquer, de fâcher après toi, est-ce que c'est ça qui va te garantir bon, c'était l'ultime et il n'y en aura plus d'autres? Et là, vraiment, j'ai eu le mouvement inverse. Ça a été, mais vraiment, concrètement, de me prendre dans les bras, et j'ai commencé à me parler, mais exactement, comme si je consolais un enfant qui était tombé. Ouais. Chut, c'est bon, allez, ça va aller. Tu vois, me parler tout doucement, de me chuchoter des choses et de me réconforter. Et là, Jolita, je peux te dire que j'ai su que c'était la dernière crise. Et ça l'était. Incroyable. Alors pour finir, je veux bien que tu nous racontes comment tu t'es libérée de la boulimie, donc 5 mois avant cette crise, parce que tu nous parles de guérison instantanée. Tout à fait, c'est incroyable. À ce moment-là, donc on est en 2018, j'ai dans la tête la reconversion professionnelle, j'ai envie de... Donc tu es infirmière? Non, je suis directrice de crèche. D'accord. Donc j'ai quitté le milieu hospitalier, je suis donc directrice de crèche. Manager d'une grosse équipe, bon, je m'y retrouve plus. Je me sens coincée entre le marteau et l'enclume. Voilà, j'ai à cœur de soutenir et d'accompagner les professionnels du terrain. Et puis, en même temps, il y a les injonctions des gestionnaires. Enfin voilà, ça me convient plus. Et donc, je suis en quête. Voilà, il te reste encore 15 bonnes années à travailler. Est-ce que tu veux terminer ta vie comme ça? Je fais un bilan de compétences. Le coaching s'avère être une évidence pour moi. Donc, je commence des formations et puis je m'intéresse aussi de plus en plus au développement personnel. Et mon premier stage, c'est un stage de CNV, communication non violente. Et je fais les 3 modules de base. Il y en a pour 6 jours, 2 jours par module. Et on a un groupe de presque 70 personnes. Une formatrice. Et dès le premier jour, l'après-midi, j'oublierai jamais son prénom, Catel, qui expose une situation professionnelle et qui, voilà, mais je fais le dos rond, j'accepte, je suis là pour faire plaisir et voilà, j'entends tout ce discours-là. Et alors, à l'intérieur de moi, mais il y a un volcan qui s'allume. Mais vraiment, alors je ne dis rien, je l'écoute. Et puis... Donc c'est une des participantes. C'est une des participantes. Une fois qu'elle a terminé son témoignage, la formatrice, comme à chaque fois, voilà, est-ce que quelqu'un voudrait réagir, voudrait s'exprimer? Et là, j'interviens. Je dis bien que ce que je vais dire n'a rien à voir et n'a rien contre Catel, mais voilà ce que ça déclenche en moi. Et la formatrice, très fine, très perspicace, très sensible, perçoit très vite qu'il se passe quelque chose de très violent pour moi. Elle commence à me questionner, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que je vois pas le lien que tu fais avec le propos de Catel. Et voilà, puis elle creuse. Et puis, on arrive à parler de la petite Colette. Pas n'importe petite Colette. Là, le bébé Colette, à l'époque, que je ne supporte pas, que je déteste, mais vraiment. Les photos, alors déjà, j'étais un gros bébé, bien comme il faut, qui remplissait bien le transat. Maintenant, je me trouve mignonne, mais à l'époque, waouh, c'était très difficile pour moi de voir ces images. Et puis,
mes tantes qui me disaient ah là là, mais Colette, mais tu étais un bébé, mais parfait. On te posait à un endroit, on pouvait revenir 2 heures, 3 heures, 4 heures après, t'avais pas bougé d'un iota. Et là, dans ma tête, moi qui suis infirmière puéricultrice de formation initiale, et donc spécialisée auprès des tout jeunes bébés, des tout jeunes enfants, je sais que c'est pas normal. Oui. Et donc, je détestais cet enfant que je voyais une espèce de masse, loukoum, hypotonique, atone, sans aucune personnalité, sans aucune expression. Et en fait, à l'époque, je sais aussi que ma maman ne m'a pas voulu. Je ne suis pas un bébé désiré. Tu le sais depuis combien de temps? J'avais 44 ans. Quand tu as appris? Ouais, ma maman me dit, effectivement, je ne te voulais pas. Et elle m'a fait cette phrase, je crois que j'oublierai jamais, que je n'ai pas creusée. Je regrette et maintenant, ma maman n'est plus de ce monde. Donc, je ne pourrais pas en savoir plus. Mais à l'époque, je crois que j'étais tellement sidérée par sa réponse que, voilà, je me suis pas autorisée à aller plus loin. Mais elle m'a dit, j'ai tout fait pour te perdre. Alors, qu'est-ce que ce tout? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai tout fait pour te perdre. Et donc, il faut imaginer, quoi, ce fœtus à l'intérieur du ventre maternel qui sent qu'il n'a pas sa place. Tu comprends tout à l'heure quand je parle de place, hein, qui sent qu'il n'a pas sa place, qui sent qu'il n'est pas attendu, qui sent que, oh là là, je sais pas où j'arrive, mais je sais déjà que ça va être compliqué. Et c'est ce que cette formatrice m'a amené à voir. Elle me dit, mais est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que tu te rends compte, Colette, que ce bébé, la force incroyable et la résilience incroyable dont il a fait preuve pour s'adapter, se suradapter à cette maman qui n'avait pas la capacité de l'accueillir. Je ne suis pas là pour juger ma maman et c'est une femme que je respecte, que j'aime. Je ne l'ai pas toujours bien aimée, mais voilà. En tous les cas, il y a énormément de pardon et je me sens en paix par rapport à ma maman. Et elle me visite souvent dans mes rêves, donc voilà, je sais qu'elle est là. J'imagine, une importance dans ta guérison, la paix que tu as trouvée dans cette relation. Bien sûr, bien sûr. Mais en tous les cas, enfin voilà, cette formatrice, une certaine Véronique, qui me dit, mais est-ce que toi tu vois un bébé complètement inerte, passif, inexistant? Moi, je vois un bébé, mais d'une incroyable intelligence et capacité à s'adapter à l'environnement dans lequel il arrive et que finalement, il est le parent de sa mère. Ouais. Et là, quand je vois ça, donc tu vois, j'ai vraiment le sentiment que moi, je suis là, dans le niveau obscur de cette expérience et de ma perception. Et elle me prend par la main et je peux te dire que j'ai résisté. Hein. Cette séance a été enregistrée et je l'ai réécoutée et je me dis, waouh, je me reconnais pas. Je suis d'une agressivité absolue quand cette formatrice ne veut pas me lâcher, tu vois. Et je sais que dans ma tête, mais elle m'énerve avec ces questions, qu'elle me lâche, qu'elle m'arrête. Ah, pire, pourquoi je suis intervenue aussi, il faut dire. Enfin, tu vois, quelle intelligence d'accompagnement dans ma tête, mais bien sûr. Et elle m'invite à aller voir de l'autre côté et à voir la lumière de ce bébé, aussi petit soit-il. Et peu importe par quel canot ça passe, mais ce bébé, il a une compréhension de l'environnement dans lequel il arrive et il s'adapte. Et il est incroyable. Donc, il sait qu'il n'a pas de place. Donc, oulala, je me fais super discret, je pleure pas, je réclame pas quand j'ai faim, quand j'ai besoin d'un câlin. Oulala, surtout pas. Il suffit que maman soit pas disponible. Et c'était d'une violence inouïe, c'est-à-dire que au moment où je suis passée de l'autre côté, j'avais l'impression, mais vraiment, physiquement, d'avoir des grosses mains qui me balançaient au milieu de ce cercle de 70 personnes, parce qu'on était tous en cercle, c'est qui me projetaient au milieu, donc vraiment c'était d'une violence physique, énergétique incroyable, et en même temps, là, à l'intérieur, là, j'avais une petite voix, un murmure qui me disait « Ça y est, Colette, c'est fini.
Et oui, cette reconnexion à l'enfant, à cet enfant intérieur qui vit en moi, de l'accueillir, de voir sa beauté au sens générique du terme, de voir sa sensibilité, son adaptabilité, sa perspicacité. Enfin, je l'ai vu sous un tout autre jour et ça a été magique. Ça a été magique. Et vraiment, je sais que ça fait partie, c'est un point stratégique de mes accompagnements, cette reconnexion à l'enfant intérieur. Et les plus belles libérations que j'ai pu accompagner, c'est justement lorsqu'il y a eu cette reconnexion pleine et entière avec cet enfant intérieur. Incroyable. Merci beaucoup pour ton partage, pour tes histoires. J'ai l'impression que je pourrais t'écouter pendant des heures. Tu as des histoires passionnantes. Merci d'être venue jusqu'à moi. Merci beaucoup, Julita, encore pour ton invitation. Vraiment. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Oui, ce qui me vient tout de suite, tu vois, j'avais pas préparé, mais ouais. Non, c'est ma question surprise à chaque fois, donc il y a un moment d'hésitation, mais je veux pas que les personnes la préparent. Et c'est très bien, mais tu vois, ce qui me vient comme ça spontanément, on voit beaucoup la boulimie dans le sens de combat, de lutte, etc., et que en fait c'est un chemin de paix vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de son corps et vis-à-vis de soi. Donc c'est un processus de pacification. Ça, c'est mon premier message. Et le deuxième message, parce que du coup j'en suis un exemple évident, c'est que souvent quand j'échange avec des femmes, j'échange aussi avec des jeunes personnes, mais voilà, c'est pas forcément ma cible. Et je pense que j'attire du coup aussi des femmes qui ont plutôt 40, 50 ans, etc., et qui peuvent me dire oui, mais moi c'est pas comme vous, et puis moi j'ai vraiment déjà j'ai un certain âge et j'ai un passif, j'ai vraiment de l'ancienneté avec le trouble. Et là je souris intérieurement et j'attends qu'elle termine pour dégainer ma phrase, mais moi j'ai 30 ans d'ancienneté et j'avais 50 ans quand j'ai lâché cette affaire. Donc il n'y a pas d'âge et il n'y a pas d'ancienneté avec le trouble. C'est une décision entre soi et soi. Et voilà, donc on met de côté ces considérations d'âge, d'ancienneté, voilà, non mais c'est pas à mon âge que, mais non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Tout le monde peut, s'il a décision. S'il l'a décidé, ouais. S'il l'a décidé. Et que souvent justement cette décision, elle est vraiment à balancer. C'est-à-dire que très souvent les personnes sont focus sur ce qu'elles pensent perdre. Le poids, enfin voilà, ça fait des années que je me maintiens à ce point-là. Donc si j'accepte de lâcher la boulimie, il y a fort à parier que je prenne des kilos. Enfin, tu vois, elles sont focus sur la perte. Et moi, mon rôle, c'est de les amener à voir ce qu'elles vont gagner. Parce que, voilà, tout est équilibre dans l'univers. Donc oui, peut-être tu vas perdre certaines choses, mais finalement qui sont plutôt accessoires. Et tu as tellement à gagner. Et ça, tu le vois pas. Et c'est à moi, c'est mon rôle, d'aller éclairer ce qu'elles vont gagner. Magnifique. Je mets en description le lien où on peut te trouver. Donc, toutes les personnes qui sont préoccupées par la boulimie pour eux-mêmes, ou si jamais vous avez dans votre entourage quelqu'un qui le suit, partagez ce podcast, laissez la voix de Colette résonner pour tous ceux qui en ont besoin. Et moi, pour finir, j'aimerais juste remercier Open Sky Media où nous sommes en train d'enregistrer ce podcast parce que c'est grâce à ce magnifique studio que nos voix vibrent et qu'elles ont cette magnifique qualité. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Merci Colette. Merci Julita.